Bonjour Daniel, Boker Tov. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran vont reprendre aujourd'hui à Genève dans une atmosphère plutôt incertaine. Oui, effectivement, il en a d'un côté le président américain Donald Trump affirme être déterminé à user de la carte de la diplomatie, mais de l'autre, il reconnaît lui-même, comme il l'a dit la nuit dernière, que les Iraniens négocient très mal. Nous aurions pu déjà parvenir à un accord et je ne pense pas que les Iraniens veulent mesurer les conséquences d'un échec des pourparlers, a dit le président. J'espère qu'ils seront plus raisonnables. Côté américain, on admet qu'il sera difficile de faire accepter aux Iraniens les conditions d'un accord qui inclurait non seulement le gel de l'enrichissement d'uranium, mais également l'arrêt du programme de missiles balistiques et le démantèlement des réseaux terroristes iraniens à travers le monde. Et ce matin, on a appris que l'Amérique continuait à acheminer des forces vers le golfe Persique. Il s'agirait entre autres d'une vingtaine d'avions furtifs F-35 et d'avions de ravitaillement. Et les Iraniens semblent vouloir montrer qu'ils restent maîtres du jeu dans ces pourparlers. Oui, cela peut paraître surprenant, mais effectivement, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré hier, en perspective de la reprise des pourparlers, que la position américaine dans le dossier nucléaire évolue vers plus de réalisme. Parallèlement, on a appris que les forces des gardiens de la Révolution allaient entamer aujourd'hui des manœuvres militaires menaçantes dans le détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, le sénateur américain Lindsey Graham était hier à Jérusalem où il a donné une conférence de presse. Oui, Graham s'est exprimé à l'issue d'une rencontre avec Binyamin Netanyahou. Il a évoqué une attaque américaine contre l'Iran dans les semaines à venir, pas dans les mois, a-t-il dit. Selon le sénateur américain, qui on le sait est très proche de Donald Trump, la coordination entre Jérusalem et Washington dans le dossier iranien est absolue. J'attends le jour où Israël n'aura plus rien à craindre de la menace nucléaire iranienne, a également déclaré le sénateur républicain. 3 pays entretiennent des négociations avec l'administration Trump pour envoyer par ailleurs des soldats dans la bande de Gaza. Oui, il s'agirait du Maroc, de la Grèce et de l'Albanie. En perspective de l'arrivée apparemment prochaine de milliers de soldats indonésiens, les représentants américains de l'état-major des forces de paix à Kiryat Gat ont demandé à Israël de pouvoir coordonner l'entrée de ces soldats via le poste de passage de Rafah dans la bande de Gaza. Parallèlement, on a appris que le Qatar avait décidé de mettre la main à la poche et de financer, plus que tout autre pays pour l'instant, le processus de reconstruction dans la bande de Gaza. Le Qatar aurait l'intention de verser plus qu'$1 milliard au fameux Conseil de la paix du président Trump. Et puis au sud Liban, l'armée libanaise affirme qu'il lui faudra encore 8 mois pour désarmer totalement le Hezbollah. Oui, 8 mois au moins, c'est ce que le chef d'état-major de cette armée libanaise, Rudolf El-Kar, a affirmé en présentant au gouvernement son rapport annuel hier. Cependant, sur le terrain, on semble plus perplexe quant à la probabilité que l'armée libanaise parvienne à désarmer le mouvement chiite, pour la simple et bonne raison que le Hezbollah refuse tout simplement d'être désarmé et affirme que la résolution 1701 de 2006 ne s'applique pas en deçà du fleuve du Litani. Et puis le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a critiqué hier les déclarations du gouvernement libanais en faveur d'un désarmement de son mouvement. Ce sont des propos qui, selon Naïm Qassem, servent les intérêts de l'ennemi israélien. Fin de citation. Et puis ce matin, on revient aussi, Daniel, sur cet incident grave qui s'est produit avant-hier à Bnei Brak avec un message sans équivoque de la part des grands rabbins. Oui, effectivement, les principales autorités spirituelles du monde orthodoxe ont interdit aux élèves des yeshivot de participer désormais à des manifestations violentes contre l'enrôlement des manifestants et des manifestations où il y aurait des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le Rav Dov Lando et le Rav Moshe Hillel Hirsch, qui sont les leaders spirituels du monde lituanien orthodoxe, ont répercuté cet appel, tout comme le Rav Yitzhak Yosef, ancien grand rabbin séfarade d'Israël, qui a dénoncé, je le cite, une poignée d'émeutiers. Les rabbins ont insisté sur le fait que ces manifestations profanaient le don divin et qu'il fallait absolument s'en éloigner. Enfin, pour terminer, Aurore Berger, la ministre française chargée de la lutte contre l'antisémitisme, est actuellement en Israël. Oui, la ministre a annoncé hier l'adoption prochaine d'une loi qui doit durcir la lutte contre toute forme d'antisémitisme en France. Les peines pour actes d'antisémitisme devraient s'alourdir et atteindre jusqu'à 5 années de détention. Le projet de loi souligne que l'expression d'un désir de voir l'État d'Israël détruit s'apparentera à de l'antisémitisme. Pour elle, l'antisionisme est incontestablement une nouvelle forme d'antisémitisme, a déclaré donc Aurore Berger lors de cette visite qui se poursuivra aujourd'hui également. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps se rafraîchit très nettement, vous allez le remarquer très certainement. Il sera couvert avec des températures en baisse de
8 à 10 degrés par rapport à celle d'hier. Il fera aujourd'hui 16 degrés seulement à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, Haïfa, Natania et Ashdod et 24 degrés à la mer Morte et à Eilat ce matin. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. De Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un ancien officier des unités spéciales de l'armée israélienne. Avec vous, je voudrais que on essaye de faire le point sur ce qui va se passer aujourd'hui à Genève, les négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais surtout, on va dire, la probabilité d'une opération militaire américaine contre l'Iran. Comment est-ce que vous avez, vous, le sentiment, alors qu'aujourd'hui, il faut bien avouer qu'il y a une forme d'incertitude et d'expectative autour de ces négociations, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut parvenir à un accord qui éviterait donc une opération militaire ? Écoutez, je pense, Daniel, que les principaux protagonistes, cela soit les États-Unis ou l'Iran, cherchent l'accord. Maintenant, c'est vrai que l'Iran, pour l'instant, refuse toute forme, je dirais, de vouloir remettre en cause, je dirais, les propos que leur proposent les États-Unis. Est-ce que cet accord est bénéfique ? Je ne le pense pas. Parce que concrètement, d'un point de vue d'Israël, ce que l'on cherche, c'est surtout la chute du régime des Mollahs. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté d'aller vers un accord. Est-ce que cet accord ira jusqu'au bout ? Je pense, comme je viens de vous le dire, que ça sera pas, n'importe quel accord sera mauvais pour Israël. Donc, au-delà de cela, la question est de savoir, est-ce qu'il y aura une frappe sur le territoire iranien ? Compte tenu, je dirais, de l'armada qui arrive et qui continue d'arriver sur le golfe Persique et sur la région, je ne doute pas un instant qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui se passe. Et je pense que ce qui va se passer va être assez surprenant et ça va nous prendre tous par une grande surprise. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, on peut pas imaginer en termes sécuritaires ou militaires que un pays, même une puissance comme les États-Unis, déplace une telle armada, c'est-à-dire 2 porte-avions, dont le porte-avions Gerald Ford, qui est le porte-avions le plus sophistiqué de l'armée américaine, des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines d'avions de chasse et d'avions de ravitaillement. Si ce n'est pas pour, au bout du compte, aller vers un accord, aller vers une opération militaire, pardon. Écoutez, c'est vrai que c'est une menace d'avoir toute cette armada autour d'Iran et c'est vrai que les Iraniens, du coup, commencent à réfléchir à 2 fois et surtout ces dernières 24 heures avec les propos du ministre des Affaires étrangères iranien. Mais les Iraniens ont l'habitude de jouer sur ces propos et ont l'habitude de jouer la montre dans cette affaire. Mais c'est vrai que faire venir une armada, comme vous l'avez dit, de 2 porte-avions avec des centaines d'avions, des centaines d'avions aussi, des dizaines d'avions ravitailleurs, des frégates, etc., c'est quand même quelque chose qui est assez anodin, je dirais. Et concrètement, je pense qu'il y a une volonté concrète de vouloir frapper un moment de l'Iran, en tout cas de vouloir affaiblir le régime. Affaiblir en tout cas le pouvoir. Maintenant, est-ce que affaiblir simplement le pouvoir est suffisant ? Ça, c'est un autre sujet. À titre personnel, je pense que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous pensez qu'Israël doit s'impliquer dans une opération si les Américains lancent, on va dire, une opération? Est-ce que vous pensez qu'Israël doit s'impliquer concrètement, comme cela s'est produit en juin dernier? Ou alors, à partir du moment où il y a une telle armada, justement, ou tant de forces militaires, Israël n'a pas à rajouter d'une certaine manière, ou peut-être se contenter de fournir des informations de la part des services de renseignement, du Mossad et d'autres? C'est vrai que pour le moment, c'est Israël qui est menacé par l'Iran, mais c'est l'Iran et les États-Unis qui sont en confrontation. Est-ce qu'Israël doit intervenir ? À titre personnel, je souhaiterais qu'Israël puisse intervenir avec les Américains si les Américains nous le demandent. D'après ce qui s'est dit au mois de décembre dernier et qui a été révélé par la chaîne de télé américaine CBS lors de la rencontre Trump-Netanyahou, c'est vrai que dans le fond, lors des rencontres entre les militaires et le renseignement israélien et le militaire et les renseignements américains, c'est vrai que les Américains plutôt prônaient une intervention israélienne avec un appui américain. C'est vrai qu'il serait préférable aujourd'hui que ça soit plutôt le contraire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément d'échanges actuellement, d'un point de vue militaire, d'un point de vue du renseignement, entre, je dirais, les deux alliés, ce sont les États-Unis et Israël. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Personne ne le sait. On va voir comment les choses évoluent aujourd'hui à Genève et dans les heures qui viennent. Maintenant, c'est vrai que je suis relativement sceptique parce que reste la question cruciale pour Israël, qui est au-delà de la question nucléaire, la question des missiles balistiques.
et qui est quelque chose j'allais dire, vital pour Israël, sachant que l'Iran a continué à fabriquer des missiles balistiques et des missiles encore plus forts qui peuvent arriver entre 8 et 12 minutes sur le territoire israélien. Alors concrètement, justement à propos des missiles balistiques, est-ce que les systèmes de défense israéliens, à savoir Dôme de fer, la Fronde de David, en fait tous les systèmes qui sont chargés de défendre le ciel israélien face à différents styles, types de missiles, est-ce que Israël est au top à ce niveau-là et que est-ce qu'il y a, on va dire, une couverture étanche face à cette menace? Écoutez, Daniel, suite à ce qui s'est passé au mois de juin dernier, Israël a fait énormément d'efforts pour consolider sa défense aérienne, même si elle était déjà très forte, et on l'a vu ces 2 dernières années. Alors malheureusement, c'est vrai qu'une défense aérienne n'est pas à 100% sûre. Un ciel ne peut pas être hermétiquement fermé à 100%. Maintenant, c'est vrai qu'Israël a énormément travaillé sur son dôme de fer, Arrow 3, etc., pour justement aider, et faire tout pour qu'il y ait le moins de missiles qui puissent transpercer l'espace aérien israélien. Au-delà de cela, on constate aussi que les Américains, en déployant leurs forces, installent aussi des bateaux et une petite armada du côté de la mer Méditerranée qui pourrait être aussi un appui à la défense aérienne israélienne. Alors, je voudrais que l'on parle un peu de ce qui va se passer aussi à Gaza, parce qu'à la fin de la semaine doit se réunir le Conseil de paix de Donald Trump autour de l'avenir de la bande de Gaza. On parle de l'arrivée de quelques milliers de soldats indonésiens. On parle aussi donc de préparatifs autour de cette arrivée. Il y a apparemment à l'état-major de Kiryat Gat, l'état-major américain qui, on va dire, supervise tout ce qui va se passer dans la bande de Gaza, a demandé à Israël de veiller à ce que les soldats indonésiens puissent entrer par le poste de Rafah. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous qui connaissez bien le terrain, comment cela peut se passer? Où ces soldats indonésiens, disons, pour parler que d'eux pour l'instant, vont se déployer? Est-ce qu'ils seront dans la partie occupée actuellement par l'État d'Israël, par l'armée israélienne, ou alors ils vont rentrer à l'intérieur, on va dire dans la gueule du loup, à l'intérieur de la zone contrôlée par le Hamas, c'est-à-dire près du littoral? Et là, toute la question, c'est vrai que quand on se met à la place de l'armée indonésienne qui veut intervenir, qui a donné son OK, d'ailleurs peut-être le Maroc pourrait aussi intervenir par la suite dans cette affaire, toujours est-il que eux, ils souhaitent être dans la bande, évidemment, supervisée par l'État d'Israël et non pas de l'autre côté de la ligne jaune, qui évidemment serait beaucoup plus en danger. Donc on va se retrouver dans le fond avec une finule 2.0 qui va pas énormément aider, nos affaires dans ce cadre-là. Alors cette armée indonésienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évidemment faire du contrôle, elle va faire du contrôle de police, un peu de contrôle de voir si, le Hamas, essaye de rentrer sur la ligne jaune. Mais concrètement, ça va pas aider les choses. Si on avait voulu franchement une force d'interposition, cette force d'interposition aurait dû se situer entre la ligne jaune et le territoire qui est encore pour le moment géré par le Hamas. Alors, et concrètement, vous dites que vous pensez que c'est, et ça c'est une question que je pose régulièrement aux experts, et j'aimerais avoir votre avis sur la question, est-ce que vous pensez que finalement, du point de vue israélien, c'est important de maintenir une situation, une sorte de statu quo tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire une situation où tant que le Hamas n'est pas désarmé, eh bien Israël ne se retire pas de la zone qu'il occupe dans la bande de Gaza, et finalement, d'une certaine manière, ça sert ses intérêts aussi, puisque cette zone, elle sert de zone de sécurité qui protège, on va dire, les localités du pourtour de la bande de Gaza. C'est exactement ça, Daniel. Pour le moment, la bande qui est maintenue, enfin, où il y a une occupation, entre guillemets, israélienne, est une bande de sécurité qui permet de préserver la population du sud d'Israël. Mais c'est vrai que c'est pas une situation idéale, on le veuille ou non. Et c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas le Hamas vouloir déposer des armes, d'où d'ailleurs le positionnement d'Israël, qui est dans le fond dans l'obligation de maintenir son positionnement dans la bande de Gaza, comme je le disais auparavant, préserver, sa population du Sud, mais au-delà de ça, pour repousser aussi les terroristes du Hamas. Quotidiennement, jour après jour, on voit les terroristes du Hamas
violer ce cessez-le-feu qui a été signé le 9 octobre dernier, vouloir s'infiltrer au-delà de la ligne jaune, sortant des tunnels. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable travail actuellement de Tsahal pour détruire les tunnels, et concrètement, il n'y a plus de tunnels qui, je dirais, peut lier le territoire israélien à la bande de Gaza, mais ce n'est pas suffisant. Tant que le Hamas sera présent et surtout armé, on n'arrivera pas à une solution. Alors, un dernier front dont on a beaucoup parlé ces 2 dernières années, c'est le Liban, avec une déclaration du chef d'état-major de l'armée libanaise, Rudolf Ekal, qui affirme que, eh bien, il faudra encore à cette armée plusieurs mois, il parle de 4 à 8 mois, pour désarmer le Hezbollah. Et ça, c'est une déclaration, on se demande si elle n'est pas gratuite, parce que d'un autre côté, le Hezbollah, eh bien, n'a pas manifesté le moindre signe d'une volonté d'être désarmé. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement au sud Liban? Est-ce qu'il y a véritablement une opération, une action de la part de l'armée libanaise contre le Hezbollah, ou bien tout ça, ce ne sont que des déclarations pour essayer d'apaiser les esprits? Beaucoup de déclarations pour apaiser les esprits, pour calmer les Américains dans cette affaire, parce que dans le fond, tous les 2 mois, on a la même déclaration des autorités libanaises en disant dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, nous allons arriver à trouver une solution et nous allons arriver à démilitariser le Hezbollah. Concrètement, l'armée libanaise n'a pas les moyens de démilitariser le Hezbollah. Dans le fond, le Hezbollah, c'est un peu l'équivalent du Hamas. Ils refusent tout accord, ils refusent de déposer les armes, ils veulent continuer à mener cette guérilla face à Israël, et ils veulent surtout maintenir leur position sur le sud du Liban, avec un grand différent par rapport au Hamas, c'est que le Hezbollah siège aussi au Parlement libanais, ce qui donne aussi, je dirais, une donnée différente. Toujours est-il que pour le moment, on voit quotidiennement le Hezbollah revenir sur ses positions au sud Liban, d'où d'ailleurs le maintien du positionnement israélien en territoire libanais, d'où d'ailleurs pratiquement tous les jours des raids de l'armée de l'air israélienne sur des bases du Hezbollah, comme on l'a vu encore hier avec l'élimination de terroristes du Hezbollah. Mais concrètement, le Liban n'a pas les moyens, parce que c'est vrai qu'on lui a donné une mission, mais c'est vrai qu'autour de cette mission, il faudra peut-être aussi lui donner les moyens pour pouvoir combattre le Hezbollah. Je voudrais simplement rappeler une chose, si vous me permettez, Daniel. Un soldat de l'armée libanaise touche en moyenne une solde de 205 ou 207 $ par mois. Un terroriste du Hezbollah, alors peut-être maintenant un peu moins, puisque l'Iran n'a peut-être plus les moyens de financer autant qu'il ne le finançait, mais touchait à peu près 2000 $ par mois. Oui, et on comprend bien entendu une différence de motivation entre les premiers et les seconds. Merci beaucoup Stéphane Goldy de nous avoir éclairé, de nous avoir fait ce point sécuritaire sur les 3 principaux dossiers, les principaux fronts auxquels l'État d'Israël est confronté, à savoir l'Iran bien entendu, autour de la reprise des négociations entre les Iraniens et les Américains, mais aussi la bande de Gaza et le Sud-Liban. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous et à tous les auditeurs de Kalita. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Karsinti. Philippe Karsinti, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore que vous avez été élu au conseil municipal de Neuilly, et que vous êtes avant tout, pour beaucoup, on va dire pour la communauté juive en France, pour beaucoup d'Israéliens francophones, vous avez été le responsable en fait de la campagne visant à légitimer l'assassinat, la mort de Mohamed Adoura dans les médias internationaux. Bien entendu, on se souvient de votre action durant la seconde intifada à ce sujet, et nous vous avons sollicité parce que finalement c'était il y a 25 ans l'affaire Adoura, et le magazine Causeur consacre un dossier extrêmement complet, plus de 20 pages à ce sujet, à cette affaire Adoura, avec un titre: Qui a tué la vérité 25 ans après l'affaire Mohamed Adoura. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne un peu sur, non pas sur l'affaire, peut-être sur les détails de l'affaire, mais plutôt sur l'impact que cette affaire a eu, à votre avis, sur l'ensemble du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, après le 7 octobre, est-ce que, de quelle mesure, de quel moyen, dans quelle manière, eh bien, cette affaire a eu un impact également sur ce qui s'est passé le 7 octobre?
Alors, pour être précis, donc moi j'ai fait partie de la campagne qui a été lancée pour faire comprendre que ce reportage était une pure et simple mise en scène. Effectivement. Diffusée par France 2 le 30 septembre 2000. Ça, c'est le premier point. Alors, l'impact que cette image a eu dans le monde en Israël et dans le monde arabe est considérable, puisque dès le lancement de la diffusion de ce documentaire, de ce reportage aux 20h de France 2, l'intifada s'est embrasée, le monde musulman s'est embrasé, il y a eu des attaques contre les juifs dans le monde entier, et il y a eu une campagne médiatisée par tous les groupes djihadistes pour inciter à la haine contre Israël, contre les juifs et contre le monde occidental. Ben Laden l'a utilisé dans la préparation des attentats du 11 septembre. Daniel Pearl a été égorgé pour venger le petit Mohamed, comme il disait. Et tous les pays arabes et musulmans ont eu des timbres, des rues, des écoles, des monuments à l'effigie de l'enfant. Donc ça a un impact considérable. C'est devenu l'image la plus forte dans le monde arabe pour décrédibiliser, délégitimer l'État d'Israël. Alors dans ce dossier de Causeur, vous expliquez pourquoi cette affaire Al-Doura, eh bien c'est le plus grand faux antisémite de notre génération. Pourquoi et comment cette affaire a réussi à prendre, on va dire, dans les médias internationaux. Alors, dans le magazine Causeur, il y a un article de Pierre-André Dreguieff qui explique parfaitement c'est la résurrection de l'accusation de crime rituel contre les juifs. C'est donc les enfants, on prend un enfant non juif et on le tue. À l'époque, c'était la notion d'un enfant chrétien que les juifs tuaient. Maintenant, c'est un enfant musulman qu'on tue sans raison pour le plaisir de tuer. Donc ça, c'est vraiment l'accusation antisémite classique qui date de plusieurs siècles. Et donc, là où je voudrais revenir, c'est sur le point précédent, c'est qu'en fait, il faut savoir que le 7 octobre, vous parliez du 7 octobre juste avant, lors du 7 octobre, tous les comptes djihadistes se sont servis de l'image de Mohamed Al-Doura pour expliquer, pour dire, regardez, ça ne vient pas de rien. Donc en fait, si les Palestiniens ont réagi, c'est parce que il y a eu ça avant. Maintenant, en ce qui concerne l'accusation de crime rituel contre les Juifs, elle est toujours d'actualité dans le monde musulman. Aux États-Unis, grâce à une bonne campagne de communication, on a réussi à ouvrir les yeux des gens. Mais en France, il faut savoir que France Télévisions continue à nier le fait que ce reportage est une pure et simple mise en scène. Et donc, l'objectif de cette publication, c'est non seulement de rappeler les 25 ans, mais c'est aussi de rentrer dans le débat politique français, puisqu'il y a une commission d'enquête parlementaire actuellement qui concerne la neutralité de l'audiovisuel public au Parlement français, comme on a aux États-Unis des audiences au Congrès. Alors. Et donc, je vais être bientôt donc auditionné lors de cette commission d'enquête pour expliquer pourquoi France Télévisions a diffusé et a fait un faux reportage. Alors effectivement, c'est ça le point, on va dire, le point central de cette affaire, c'est l'attitude de France 2 et c'est très bien expliqué également dans cet article qui a été rédigé par Gilles William Gonadel, qui a été votre avocat pendant le procès qui vous a été intenté, 9 années de procès pour parvenir à une conclusion qui vous mettait en cause d'une certaine manière, mais qui, d'une certaine manière, ne donnait pas véritablement une réponse claire face à la campagne qui a été menée à cette époque. Alors, dans Causeur, il y a un article de Gilles William Gonadel et de Aude Weyrenal. Aucun des deux n'a été mon avocat. On leur a simplement transmis les jugements et les arrêts afin qu'ils puissent faire une analyse juridique. Et cette analyse est très claire, c'est-à-dire que quand j'ai gagné mon procès en 2008, les magistrats ont publié un arrêt totalement accablant pour France Télévisions. 5 ans plus tard, l'arrêt a été cassé à la Cour de cassation en disant tout simplement « Vous n'aviez pas le droit de réclamer les images à France Télévisions. Les juges n'avaient pas le droit de réclamer les images à France Télévisions. Donc en fait, on n'avait pas le droit de regarder les images pour déterminer si c'était un faux reportage. Car je rappelle, le procès en diffamation était concernant l'article que j'avais publié et non concernant le reportage. Et ensuite, en 2013, quand il y a eu le second procès en appel, là, les magistrats, alors qu'il y a eu une démonstration qui a été considérée très convaincante par tous ceux qui ont participé à l'audience, et même tous les médias de droite et de gauche en France avaient conclu au fait que je ne pouvais être que relaxé, j'ai été condamné sur un argument assez fallacieux, mais qui correspond, selon eux, au droit français, c'est de dire qu'au moment où j'ai publié mon article, je ne disposais pas des éléments dont je dispose maintenant. Ça veut dire qu'en gros, peut-être que vous aviez raison sur le fait que c'est une mise en scène, mais en fait, vous avez inventé, vous
vous avez été un voyant, puisque vous avez eu les preuves après avoir publié votre article, ce qui est rigoureusement faux, puisque je les avais déjà avant, mais en fait, c'était un moyen de me condamner. Il faut savoir que les procès ont duré 9 ans. Oui. 9 ans, c'est long, et que moi, j'ai mis toute ma carrière en suspens pendant 9 ans, qu'au bout de 9 ans, j'en ai eu assez, et surtout, j'ai compris que la justice française ne me donnerait jamais raison. D'autant plus que quand j'ai gagné en appel la première fois, la magistrate a été interrogée dans un cadre non professionnel et a dit « J'ai subi énormément de pression pour juger contre Philippe Carsanti. On m'a menacé de briser ma carrière, mais je leur ai dit que je partais à la retraite dans 3 mois, donc je me fichais de leurs menaces. » Ok, effectivement, c'est un point important. Je voudrais revenir sur le parallèle entre cette seconde intifada et ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières années. Est-ce que vous retrouvez, on va dire, dans la manière dont on a accusé au cours de cette guerre du 7 octobre l'État d'Israël de génocide, de famine contre la population, les mêmes éléments, y compris auprès de la part des médias internationaux qui ont fait monter, on va dire, l'affaire Hadoura telle qu'elle a été présentée pendant la seconde intifada? Alors oui, c'est très intéressant, mais il faut comprendre la mutation qui a eu lieu en 25 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, n'oubliez pas, quand le reportage Hadoura a été diffusé, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux qui auraient été nécessaires et utiles pour révéler tout de suite la mise en scène qui n'aurait duré que quelques heures. Tout le monde aurait vu que, par exemple, l'enfant n'avait pas de sang, le père n'avait pas de sang, que l'enfant, une fois mort, lève le coude et regarde la caméra. Donc ça n'était plus possible. Ce qu'on a vu aussi après la guerre du 7 octobre, c'est que chaque fois qu'il y avait des accusations visuelles, c'est-à-dire qu'on voyait des images, on dit regardez, c'est la famine. En fait, on s'apercevait que l'enfant n'était absolument pas en famine, mais qu'il avait une maladie génétique. Donc, toutes ces images étaient fausses. Et en fait, c'est là où on l'a vu apparaître autre chose que des images fabriquées, puisqu'ils se sont rendus compte que les images fabriquées, ils ne pouvaient plus mentir. Ils ont donc lancé des concepts. Le concept de famine, le concept d'apartheid qu'on connaissait déjà, et surtout ensuite le concept de génocide. Donc maintenant, on vous lance un génocide, pas besoin de le montrer, pas besoin de l'illustrer, c'est juste un concept qui rentre dans la tête des gens. Et c'est ça qui est extrêmement grave et qu'on a vu lors de la guerre qui a suivi le 7 octobre. Et la conclusion que vous en tirez, c'est que est-ce que finalement ce n'est pas une conclusion plutôt frustrante, c'est-à-dire que lorsque le mal est fait, on va dire, sur le plan médiatique, il est impossible de ramer à contre-courant, c'est-à-dire on peut essayer, comme vous l'avez fait, à s'acharner, à essayer de ramer contre le courant, mais finalement au bout du compte, on n'y arrive pas vraiment. Alors, ça prend du temps, mais ce qu'il y a surtout, je crois que toute cette période est une leçon pour les communicants en Israël. Je parle des communicants de l'armée pour bien comprendre que d'abord, il ne faut jamais reconnaître un crime si on n'est pas certain de l'avoir commis. Et ensuite, il faut analyser et ne pas avoir peur de contrecarrer et d'aller contre le narratif, le récit qui est proposé par les médias, qu'il faut, par exemple, il faut rappeler, pardon Philippe, il faut rappeler que l'une des problématiques de cette affaire, c'est que le porte-parole de l'armée israélienne a peut-être trop rapidement reconnu que l'armée israélienne avait été responsable de ces tirs. Absolument, mais tout simplement parce qu'à l'époque, ils ne s'étaient pas rendus compte de l'impact historique et planétaire de cette image. Et donc, ils se sont dit, on reconnaît et on passe à autre chose. Et c'est vraiment l'erreur. Et là, maintenant, par exemple, moi j'en veux beaucoup, par exemple, à la diplomatie israélienne de ne pas avoir lutté dès le départ contre les accusations de génocide, par exemple. Il faut comprendre une chose, qu'en France, on a un système qui s'appelle l'ARCOM, qui supervise les médias audiovisuels. Si dans une chaîne de télévision, vous dites quelque chose qui est faux, les gens font des signalements ARCOM et la chaîne est sanctionnée. Par exemple, si vous dites, selon seulement l'idéologie française, si vous critiquez la notion de réchauffement climatique liée à l'homme, dans ces cas-là, vous êtes attaqué et la chaîne peut même recevoir une amende. Là, ils ont par exemple donné des amendes sur le réchauffement climatique, mais les chaînes qui ont répété en boucle ou laissé répéter en boucle des députés LFistes qu'il y avait un génocide n'ont jamais été sanctionnés. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur. Je pense que la diplomatie israélienne doit passer à l'offensive. J'ai pas dit être agressif, mais passer à l'offensive et mettre l'accusation sur ceux qui mentent et non être à chaque fois en défense par rapport à la diffusion des informations. Eh bien ça, on peut effectivement le comprendre. Merci beaucoup Philippe Carsanti d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc de ces 25 ans de l'affaire Hadoura, mais et une précision peut-être pour nos auditeurs qui voudraient se procurer ce
dossier du magazine Causeur. Comment on peut le retrouver? Est-ce qu'on peut le trouver en France ou est-ce que sur Internet on peut trouver l'intégralité de ce magazine? Alors, il est en kiosque. Il faut savoir que le magazine que vous allez peut-être voir est en kiosque là jusqu'à la fin du mois de février, même début du mois de mars. Que Causeur a acheté des dos de kiosque dans Paris pour en faire la publicité. Donc, il faut savoir que cette accusation de mensongère contre France 2 était partout. On a bien vu que France Télévisions n'a pas répondu. Mais il y a aussi une chose importante à comprendre à l'époque, c'est que par exemple, quand j'ai gagné mon procès, il y a eu une pétition qui a été signée par des centaines de journalistes et d'intellectuels, de gens que l'on n'attendait pas ou d'autres qu'on attendait, des gens comme Pascal Boniface, des gens comme Jack Lang, des gens comme Hubert Védrine, des gens comme Jean-Yves Camus par exemple. Jean-Yves Camus, celui qui se prétend lutter contre l'extrême droite et qui a soutenu la pire accusation antisémite la pire accusation antisémite contre Israël. Vous avez tout un tas de gens, tous les Claude Askolovitch, tous ces gens-là ont signé cette pétition. Il y a des gens du Figaro, du Monde, de Libération, partout. Tous les médias français étaient représentés dans cette pétition qui était vraiment l'accusation la pire contre Israël. Merci encore Philippe Carcenti d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation Philippe, à bientôt. Merci. Et ce matin, exceptionnellement, cette revue de la presse ne débutera pas par les manchettes des quotidiens israéliens et nous allons essayer de le comprendre. Pourquoi? La raison est simple, le développement diplomatique principal va se produire aujourd'hui à Genève avec le début du second round des pourparlers entre Américains et Iraniens, mais de manière assez inattendue. Les manchettes et même les premières pages du Yediot Aharonot et du Israel Hayom font ce matin totalement l'impasse sur ce dossier pourtant crucial et tous les deux journaux ont choisi de consacrer leurs manchettes à des révélations, à des scoops sur d'autres dossiers que nous allons mentionner par la suite. Alors que peut-on lire dans les quotidiens israéliens autour de ces pourparlers américano-iraniens qui reprennent aujourd'hui? Le Israel Hayom cite en page 2 de son édition le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui ne cache pas un certain pessimisme. Il sera très difficile de parvenir à un accord avec l'Iran, affirme-t-il. Un exemple, les Iraniens veulent un allègement des sanctions économiques dont ils font l'objet et le retrait des forces américaines de la région, uniquement en échange de compromis dans le dossier du nucléaire. Et alors que les Iraniens se focalisent sur le nucléaire, les Américains, eux, réclament des replis iraniens également dans le dossier des missiles balistiques et dans le dossier de l'activité terroriste internationale entretenue par Téhéran. Preuve du comportement provocateur des Iraniens, les manœuvres des gardiens de la révolution qui débutent aujourd'hui près du détroit d'Ormuz. Le site N12, lui, cite en page d'ouverture ce matin le président Trump qui considère que l'Iran veut un accord et qui promet d'être impliqué directement ou non dans les pourparlers. Le site annonce également que le mouvement de protestation anti-régime des mollahs aurait repris au sein de la population iranienne, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Dans son commentaire dans le Israel Hayom, Meir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale, explique les objectifs des Iraniens dans ces pourparlers. Selon lui, l'objectif de Téhéran est de gagner du temps et d'obtenir un allègement des sanctions économiques. Quant au président Trump, il continue de croire à l'option diplomatique tout en comprenant que ces négociations lui permettent aussi de consolider la légitimité internationale en faveur par la suite d'une opération militaire américaine massive contre le régime des mollahs. Quant à Israël, il doit se préparer à toute éventualité, y compris celle d'une attaque contre des sites iraniens, et il doit continuer à exiger des Américains une deadline pour parler avec Téhéran. Autre grand dossier ce matin dans le Israel Hayom qui va véritablement contrôler la bande de Gaza. Une question posée par le journal à l'approche de la réunion jeudi du fameux Conseil de la paix de Donald Trump. Un conseil dans lequel Israël va siéger et qui devrait débattre en fin de semaine du mandat du Conseil exécutif de la paix et du futur gouvernement de technocrates palestiniens qui seront installés à Gaza. L'Indonésie va envoyer des milliers de soldats, mais ces soldats n'auront pas l'autorité pour désarmer le Hamas et les milices gazaouis dont on a déjà parlé pendant la guerre pourraient être celles qui se chargeront de cette tâche difficile et même dangereuse. L'un des chefs d'une milice affirme « Nous allons garantir que nous mettrons fin à l'oppression du Hamas. La victoire sur le mouvement terroriste est proche », affirme-t-il. Autre titre ce matin, la manchette du Yediot Aharonot, nous ramène à l'affaire du Qatargate. En effet, le Yediot Aharonot nous révèle en scoop les liens que le futur représentant du Qatar au sein justement du Conseil de la paix de Donald Trump a entretenu avec Israël. Il s'avère que Ali El-Touari, c'est son nom, figure dans les documents se rapportant
aux relations entre l'État hébreu et le Qatar. Et selon le Yediot Aharonot, il aurait même été présent dans le bureau ovale à la Maison Blanche lorsque le Premier ministre Netanyahou a téléphoné à l'émir du Qatar pour s'excuser pour l'opération manquée qui visait à éliminer la direction du Hamas à Doha. L'homme qui tire les ficelles, titre donc ce matin le Yediot Aharonot à propos d'El Touari. Le journal se fait également l'écho en première page d'une lettre envoyée par plusieurs rabbins du sionisme religieux pour dénoncer des actes de violence de la part des jeunes des collines en Judée-Samarie. Il s'agit d'une lettre inhabituelle qui reflète le malaise provoqué par l'attitude répréhensible de certains de ces jeunes des collines. Dans cette lettre, ces rabbins écrivent « Nous sommes préoccupés par la multiplication d'actes négatifs de la part de ces jeunes des collines. Toute forme de tolérance envers ces jeunes qui usent de la violence peut mettre en danger l'ensemble des réalisations du projet d'implantation juive en Judée-Samarie ». Fin de citation. Et d'ailleurs, cela est lié également au titre que l'on peut consulter en page d'ouverture du site du Maariv ce matin. Celui-ci se fait en effet l'écho d'une demande de la députée de Force juive Limor Son-Armeler auprès de Binyamin Netanyahou. La députée demande des précisions sur les révélations faites hier par le journaliste Ben Caspit sur la décision prise apparemment par le chef du Shin Bet, David Zini, de consacrer des forces de l'unité opérationnelle du Shin Bet à la répression contre des extrémistes juifs en Judée-Samarie. Il s'agirait, si la décision est confirmée, d'un précédent qui fait suite à l'augmentation du nombre d'actes de violence de la part de ces ultra-radicaux juifs dans ces deux régions de Judée et de Samarie. La violence dans le secteur arabe ne cesse de se propager et l'on parle de plus de 50 morts depuis le début de l'année, plus d'un par jour, une donnée qui fait froid dans le dos et qui conduit Merav Batito à consacrer son éditorial à ce dossier brûlant et préoccupant. Mais cet éditorial, Merav Batito a trouvé le responsable direct de la crise et on le devine sans difficulté, il s'agit du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Merav Batito constate en effet que jusqu'en 2010, le nombre de morts criminels dans le secteur arabe israélien était inférieur à celui de la population juive. En 2010, la tendance s'est inversée et 2010, c'est précisément la première année du retour au pouvoir de Binyamin Netanyahou et Merav Batito d'expliquer que ce fléau n'est pas le résultat d'une approche culturelle différente, c'est avant tout la conséquence d'un laisser-aller de la part des autorités israéliennes. Et puis pour terminer, cette revue de la presse, le Yediot Aharonot publie ce matin en première page une photo montrant 8 personnes d'une seule et même famille. Leur point commun, outre qu'ils appartiennent donc tous à la famille Farkaj, qu'ils sont tous frères et sœurs et qu'ils sont tous religieux, eh bien c'est qu'ils sont tous volontaires au sein du Magen David Adom, une famille médicale, titre ce matin le Yediot Aharonot, pour leur rendre hommage et pour ce dévouement sans borne. Et c'est un reportage rédigé par Idan Blumov. Clairement réaffirmé de la bouche même du président américain pendant et après la visite éclair le 11 février dernier de Netanyahou à la Maison-Blanche, le choix explicite de l'administration Trump face à l'Iran consiste, du moins pour le moment, à négocier avec le régime des Mollahs tout en déployant autour de ce pays une très puissante armada navale et aérienne pour tenter de convaincre Téhéran de consentir à un accord qui éviterait la guerre. Une stratégie très musclée de dissuasion qui place en fait objectivement Israël et ses dirigeants politiques et sécuritaires dans une difficile situation attentiste. Rien de définitif n'a été conclu lors de notre dernier entretien, devait déclarer Donald Trump après sa rencontre du 11 février dernier avec Binyamin Netanyahou. Si ce n'est que j'ai insisté pour que les négociations actuelles continuent avec l'Iran pour voir si un accord peut être concrétisé. Si oui, j'ai fait savoir à Netanyahou que cette issue avait ma préférence. Sinon, il faudra voir quelles conséquences très très traumatisantes cela pourrait avoir. Et Trump d'ajouter en guise de menace à peine voilée: la dernière fois que l'Iran a choisi de ne pas conclure un deal avec nous, ce pays a écopé de notre attaque massive sur ses principaux sites nucléaires, ce qui n'a pas tourné à son avantage. J'espère donc que cette fois-ci, ils se montreront plus raisonnables et responsables. Fin de citation. De son côté, Netanyahou était venu en visite express à Washington avec de nouvelles données toutes récentes collectées par le Mossad, les renseignements de Tsahal et leurs différents satellites pour faire part à Trump des 3 lignes rouges de l'État hébreu face à l'Iran. Tout d'abord, la cessation immédiate de tout son programme nucléaire et la remise à un tiers pays, donc hors du territoire iranien, de la demi-tonne d'uranium déjà enrichi à 60%. Le démantèlement, deuxièmement, de quelques 2500 missiles balistiques à longue portée
que Téhéran aurait encore en sa possession, ainsi que la fermeture définitive de toutes les usines de fabrication de ces fusées qui tournent actuellement à plein rendement depuis la guerre de juin dernier avec l'aide de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord, en produisant des dizaines, voire même des centaines de nouveaux missiles par jour. Troisième demande de Netanyahou, la fin de tout soutien financier, logistique et militaire à ses différents proxys et alliés terroristes de l'Iran dans tout le Moyen-Orient, à savoir le Hezbollah libanais, les Houthis du Yémen, le Hamas et le djihad islamique à Gaza comme en Judée-Samarie, ainsi que les milices chiites en Irak qui se sont tous entrés en guerre contre Israël après le 7 octobre. Le tout en faisant remarquer à l'hôte de la Maison-Blanche qu'Israël considérerait comme dangereux tout accord éventuel en trompe-l'œil qui ne tiendrait pas compte de ces lignes rouges. D'autant a encore fait remarquer Netanyahou que le leadership iranien voyou est passé maître depuis 3 décennies pour piéger les Occidentaux dans des pourparlers diplomatiques sans fin dont au demeurant il n'a jamais respecté les moindres conclusions concrètes, comme ce fut le cas après l'accord de Vienne conclu en juillet 2015 à l'initiative du président Obama, justement ensuite dénoncé par Trump en 2018 lors de son premier mandat. En fait, cette dernière rencontre Trump-Netanyahou a mis en exergue la position actuelle, assez difficile, il faut le dire, quelque peu inconfortable, du Premier ministre israélien face au président américain dans ce brûlant dossier iranien. Car cette rencontre s'est avérée d'autant plus délicate qu'Israël ne souhaite en aucun cas être vu à Washington, ni au sein du Congrès, ni au Parti républicain, ni dans la population américaine, comme voulant entraîner les États-Unis dans une nouvelle et coûteuse guerre au Moyen-Orient. Ce que dénoncent d'ailleurs déjà les tenants de l'aile droite républicaine du courant MAGA, Make America Great Again. Et donc le pari assez périlleux et risqué de Netanyahou consiste aujourd'hui à devoir faire valoir et défendre au mieux à Washington les intérêts sécuritaires existentiels de l'État hébreu, mais ce, paradoxalement, au pays d'un pays étroitement allié à lui et dont il dépend le plus. Or, cette contradiction qui semble aujourd'hui obliger Israël à un attentisme plein de tensions face à l'Iran ne pourrait s'avérer à terme qu'apparente. D'abord parce que, à l'heure où l'Amérique cessait encore de négocier avec la dictature si usée, si brutale et si meurtrière des mollahs contre son propre peuple, elle le fait cette fois à travers l'envoi de ses puissants porte-avions et en déployant autour de ce pays de 93 millions d'habitants des atouts militaires sans précédent. Et ensuite parce que les États-Unis et Israël ont mis en place depuis de longs mois une stratégie duelle de dissuasion face à ce régime totalitaire à bout de souffle, consistant à combiner, comme on a déjà commencé à le voir lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, a combiné une série impressionnante d'éliminations ciblées et d'attaques très efficaces par Tsahal des hauts membres de l'établissement sécuritaire iranien, de leurs arsenaux et de leurs structures de commandement, le tout avec en parallèle une mobilisation militaire américaine sur mer et dans les airs, dotée de suffisamment de puissance de feu pour neutraliser les armes perses les plus dangereuses, tout comme les proxys pro-iraniens, avant qu'ils ne puissent agir. Car si le régime islamiste ne capitulait pas au plus tard lors des 2 prochains mois, c'est en fait cette double combinaison israélo-américaine de dissuasion anti-iranienne par des attaques en tenaille qui pourrait constituer bel et bien le nouveau scénario d'une guerre capable de faire fléchir Téhéran, voire même de chasser définitivement les mollahs du pouvoir pour le plus grand bien du peuple iranien et de toute la région. Sinon, au cas où Washington et Jérusalem ne parviendraient pas à résoudre ensemble sur le fond cette longue crise en forme d'énorme serpent de mer qui perdure depuis des décennies, il incombera donc à Israël d'agir seul pour défendre son existence face à cet Amalek des temps modernes. Vous êtes médecin, vous êtes historien, on va dire auteur, et vous êtes également le président d'honneur de l'association Muriel pour la préservation du judaïsme algérien. Et avec vous, on va parler d'un sujet qui, je vais être objectif et honnête, qui me concerne en particulier, puisque je suis originaire de Tlemcen par mon père, qui est né à Tlemcen et qui a bien connu l'endroit où est enterré le Rav Ephraim Ankawa. Nous allons parler du Rav Ephraim Ankawa autour de ce livre que vous publiez ces jours-ci, le manuscrit sacré. Alors, Didier, je voudrais que vous nous expliquiez de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est ce manuscrit et comment vous êtes procuré ce manuscrit du Rav Ephraim Ankawa, le célèbre Rav de Tlemcen. Oui, alors il y a plein d'histoires là-dedans. Alors ce manuscrit, en fait, que se trouve à Oxford,
Et un des descendants du Rab, à la 22e ou 23e génération, qui s'appelle comme lui Ephraim Ankawa, qui est un ami, me montre il y a quelques mois le manuscrit de son ancêtre qui était à Oxford, jamais traduit. Il me dit voilà, c'est là, c'est à Oxford. Pourquoi c'est à Oxford? Il me dit je sais pas. Il me donne ce manuscrit, je demande à mon éditeur est-ce qu'on pourrait le traduire en français, il me dit pourquoi pas, et puis il fait aussi un essai historique. Et à partir de là, j'ai fait des recherches pendant 6 mois. J'ai travaillé à peu près 14 à 15 heures par jour. Je suis certes médecin, mais à la retraite. Hein. Et donc, j'ai pondu cet essai historique de plus de 350 pages qui parle non seulement d'Ephraim Ankawa, mais d'Israël Ankawa, son père vif en Espagne, à Écija, et non pas à Séville, qui fut le premier martyr d'Espagne. Je montre comment ensuite, effectivement, Ephraim, en catastrophe, avec sa famille, est parti dans ce Maghreb obscur à l'époque. Ne l'oubliez pas, nous étions des dhimmis, et c'est-à-dire des conditions de vie épouvantables. Il a mis plusieurs morts pour partir d'abord à Marrakech avant d'aller à Tlemcen. Je le répète, c'était terrible. Pourquoi? Parce que les Juifs n'avaient pas le droit de se trouver dans la cité. Ils étaient obligés d'être à l'extérieur des villes. Ils n'avaient pas le droit non plus de monter à cheval. Donc le voyage a été fait dans des conditions épouvantables. Nous, on retient d'Ephraim quoi les pèlerinages, bien sûr, mais les pèlerinages, ce n'est qu'après. Donc, dans un premier temps, vous avez eu cette période épouvantable qui a précédé celle d'Ephraim Ankawa. Alors, la question que l'on peut se poser, d'abord, il faut situer la période dont on parle. On est au XIVe siècle, c'est cela? Au fin du XIVe siècle, début du XVe siècle? On est 1391. Le 6 juin 1391, le début des pogroms d'Espagne ont commencé avec Israël Ankawa, je le répète, brûlé vif dans sa synagogue d'Écija. C'est-à-dire près d'un siècle avant le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. Ont commencé les grands massacres. Et j'ai retrouvé en plus en 1391, justement, à Marrakech, dans le vieux cimetière, beaucoup de tombes juives de cette époque-là. Le voyage, je vous l'ai dit, a été épouvantable et beaucoup sont morts en chemin et enterrés effectivement au Maroc. Et ce serait bien qu'à un moment donné ou un autre, on puisse faire quelque chose pour ces gens qui sont morts, pour le souvenir de nos ancêtres. Alors, donc, comment on explique, Didier, le prestige, on va dire, l'aura qu'a eu le Rav Ephraim Ankawa à partir de Tlemcen et dans tout le Maghreb, on va dire? Oui, absolument. On explique ça parce que, je le répète, les Juifs n'avaient pas le droit d'être dans la cité. Ils étaient en dehors des villes, donc soumis au brigandage constant. À Marrakech, par exemple, les Mélas n'existaient pas encore, c'est un peu plus tard. Lorsqu'il arrive à Tlemcen, son objectif, c'était pas de rester à Tlemcen, c'était de partir en Terre Sainte. Lorsqu'il arrive donc à Tlemcen, le Rav Ephraim Ankawa, le sultan de l'époque, qui est, ça je l'ai découvert après, un descendant des anciennes tribus juives qui ont été converties par les Almohades 2 siècles en amont, dans cette région-là, c'était la tribu des Midjouna, c'est une histoire absolument hallucinante. Donc il arrive à Tlemcen, la fille du sultan est très 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 malade, le sultan sait qu'il y a un médecin qui est là, il fait appeler Ephraim, qui sauve dans un premier temps, mais pas après, qui sauve la fille du sultan, et il lui demande qu'est-ce que tu veux en échange, et lui, je veux pas d'argent, je veux que tu permettes aux miens d'être dans la cité, d'être protégé le soir. Et il obtient cette autorisation. J'ai même retrouvé une preuve musulmane de cet acte-là, qui se trouve dans le livre, à la page 137, une fatwa négative, enfin pour les Arabes, positive pour nous, qui montre qu'effectivement le sultan a bien permis aux Juifs, parce qu'on n'avait que des preuves juives pour l'instant, ouais. On n'avait pas des preuves. J'ai trouvé cette preuve qui permet donc aux Juifs d'être dans la ville. Et c'est ça a été la première fois dans tout le Maghreb à cette époque-là, entre le Maroc et le sud de l'Algérie, c'était la première fois que les Juifs ont pu être à l'intérieur de la cité. Ça a été ça le début de sa renommée. Et ça a continué parce qu'il a été le médecin du sultan. Et que la fille du sultan, c'est une deuxième découverte que j'ai faite, la fille du sultan a été enterrée dans le cimetière juif. Vous entendez bien. À l'entrée du cimetière juif, il y a une tombe à part, isolée,
on avait attribué initialement parlant à un rabbin qui s'appelait Al-Ashkar, qui est faux, et qui s'appelle, cette tombe, ça s'appelait Erkies. Et là j'ai fait des recherches très longues, et c'est effectivement du berbère ancien, qui veut dire la fille du chef. Alors Là, parce que je précède ce que vous allez me poser comme parce que elle est quand même morte. Ephraïm était très proche de cette famille musulmane qui était des anciens juifs, vous entendez bien, et la fille a voulu être enterrée dans le cimetière juif, à l'entrée du cimetière un peu isolé. Et ça a été le début des pèlerinages avec les musulmans. Ouais. C'est la exact. C'est ça, parce qu'il faut souligner que le Rav Ephraim Ankawa était très respecté et adulé par la communauté juive, c'était tout à fait normal, mais également par les musulmans à Tlemcen, n'est-ce pas ? Absolument. Et l'explication profonde est celle dont je viens de vous parler. Et dans le livre, je cite toutes ces sources nombreuses, en particulier d'un dénommé Khaldoun de cette époque ancienne, qui parle de ces tribus juives, les Médiounas dans la région, convertis par les Almohades, et cette réminiscence de judéité est restée. D'ailleurs, le sultan, la fille ayant été enterrée, vous verrez dans le livre, la fille a été assassinée la semaine d'après par un des membres de sa famille, parce qu'une musulmane est enterrée dans le cimetière juif. Alors, il faut souligner, Didier, qu'il y a eu des hiloulotes du Rav Ephraim Ankawa jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et si je ne m'abuse, même après, il y a eu à certaines occasions, lorsque l'on pouvait encore se rendre en Algérie, lorsque l'on était originaire d'Algérie, il y a eu des pèlerinages de groupes sur la tombe du Rav Ephraim Ankawa. Aujourd'hui, que renferme le manuscrit sacré que vous avez retrouvé avec donc votre ami Fred Ankawa? Qu'est-ce qu'il renferme de particulier? Quel est le message qu'il nous livre? Deux messages. Le message à la fin, c'est qu'il y a la traduction en français moderne, on va dire. C'est pas la traduction mot à mot, il faut plusieurs mots, on peut pas, c'est l'hébreu du XIVe siècle. Donc il y a d'abord la traduction du livre, mais il y a un deuxième message dont on va peut-être parler. Je ne comprenais pas pourquoi le manuscrit est à Oxford. Je comprenais pas. Même Fred et encore mon ami ne savaient pas. En fait, j'ai trouvé que au XIXe siècle, lorsque la France est arrivée en Algérie, et donc le livre va jusque-là, bien sûr, lorsque la France est arrivée en Algérie, il y a eu une grande incertitude pour la communauté juive avant qu'elle soit française, une très grande incertitude, avec des pogroms. Il y a eu un pogrom en 1835 à Mascara terrible, il y a eu 1200 morts juifs, et donc le rabbin de l'époque Ankawa, il s'appelait Abraham Ankawa, c'est lui qui avait les manuscrits d'Israël Ankawa, qui a brûlé vif à Essija, mais pas son manuscrit, parce qu'il avait un manuscrit, c'était à la cause justement de cette attaque d'Essija, il n'a pas brûlé vif. Et également, Ephraïm a écrit donc ce manuscrit que j'ai eu en possession, enfin le texte en hébreu, on va dire, et ils les ont transmis de génération en génération, donc pendant plusieurs siècles, et en 1850, Abraham Ankawa, le rabbin de l'époque, avait ses manuscrits, il avait très peur. Et à l'époque, il y avait un rabbin un peu différent des autres, en Italie, à Padoue, qui conservait les manuscrits les plus précieux des rabbins d'Europe. Et donc, Abraham Ankawa a confié au rabbin Luzzatto, Samuel David Luzzatto, les manuscrits donc, de l'ancêtre Israël brûlé vif, qui est Oxford, de Ephraïm Ankawa, que j'ai eu entre les mains, c'est une photocopie d'Oxford, et également des deux fils. Et là, j'ai fait une découverte stupéfiante. Et on va terminer par là. Oui, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec 500 autres manuscrits des rabbins de l'Europe, séfarades et ashkénazes confondus, parce qu'il y avait des pogroms en Allemagne, en Pologne, partout. Et ces rabbins ont donné ces manuscrits à qui? Ont donné ces manuscrits justement à Luzzatto. Et quand il est mort, son fils, pour les protéger encore plus, les a confiés à Oxford, dans la plus grande bibliothèque du monde. Et ils sont à Oxford toujours, ils étaient en dépôt. Les chercheurs les voient tous les jours, mais apparemment, ils n'appartiennent pas à Oxford. Oui. C'est-à-dire que dans l'absolu, peut-être l'État d'Israël pourrait les revendiquer, ou même le gouvernement. Oui,
Alors on a créé là un collectif qu'on a appelé les gardiens de la mémoire du peuple du livre, je sais pas, pour voir. Donc voilà ce que révèle faire, effectivement. de manière absolument époustouflante. Alors, une dernière question, Didier. Comment on fait pour se procurer votre ouvrage ? Alors écoutez, il est sorti il y a mardi dernier. Oui. Mardi dernier, jeudi il n'y en avait plus. Ah oui, jeudi, il n'y en avait plus. Amazon vont être. Voilà l'ouvrage, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit. Il est assez gros, il y a beaucoup de en français, il y a beaucoup de citations, bien sûr. Et je pense par Amazon. Et puis, en tout cas, par exemple, pour nos auditeurs en Israël, est-ce qu'il y a un moyen de se le faire parvenir, de se le procurer par Amazon, il y a mon éditeur. Effectivement, on est un peu dépassé, pour être franc. Je m'attendais pas. Attends, succès, d'accord. À cet engouement. Bien, écoutez, on va essayer de voir, d'informer nos auditeurs pour savoir ceux qui veulent se le procurer. Merci par beaucoup. Amazon, je pense. Merci. Par Amazon. Merci beaucoup, encore une fois. Merci beaucoup Didier Nebo d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir présenté donc ce manuscrit sacré qui retrace l'œuvre et la vie du Rav Ephraim Ankawa et de son père, le Rav Israël Ankawa, une sommité rabbinique d'Algérie, enterrée toujours à Tlemcen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci vous aussi.